Bonjour, on enchaîne ce cours dédié à la distribution, ce module 4 de notre programme de formation, dédié à la distribution de vos contenus, et on attaque un des cours pivots de tout le programme de formation qui est probablement un des plus denses, pas complexe mais dense, donc je vous invite à l'écouter plusieurs fois et par époque, enfin par tranche, pardon, par période. L'objet de ce cours, c'est donc de déterminer, de vous aider à concevoir votre stratégie de distribution de contenu en intégrant et en exploitant parfaitement les trois modes de distribution qui sont connus aujourd'hui sur le web, que sont le paid, own et earn media. L'idée est donc de vous apprendre à savoir comment allouer intelligemment les ressources dont vous disposez, pour bien les répartir entre ces trois modes de distribution de contenu afin de voir évidemment une distribution optimale de vos contenus. Donc dans ce cours, nous allons voir plusieurs éléments. On va passer pas mal de temps à revoir un petit peu ces notions de paid, earn et own media, parce que beaucoup de gens les utilisent, mais parfois c'est pas forcément bien appréhendé, bien maîtrisé. Or c'est stratégique pour vraiment comprendre comment fonctionne bien la distribution de contenu sur le web. Donc on va revoir toutes ces notions, la notion de poème aussi, le modèle Forrester. Nous passerons ensuite dans une seconde partie à toute la dimension liée au pouvoir de l'abonnement, la souscription. C'est ce qu'on avait beaucoup vu dans la partie précédente sur établir la stratégie de distribution de contenu sur les réseaux sociaux. Là vraiment on rentrera dans le détail de comment utiliser bien le pouvoir de la souscription et de l'abonnement et faire en sorte de pouvoir augmenter justement la taille de votre marché et pas simplement vos parts de marché, concept encore trop utilisé et pourtant pas forcément adapté à Internet. On parlera d'un cas concret qui est un des plus beaux exemples de marketing et de distribution de contenu aux États-Unis qui s'appelle le cas Aura-Brush. Donc vous avez peut-être entendu parler, on vous donnera vraiment des stats précises. Et on terminera avec ce que les marketeurs américains ont un petit peu appelé la nouvelle règle secrète de la publicité, c'est-à-dire les changements un petit peu de répartition des budgets tels qu'ils l'ont été jusqu'à maintenant, mais avec une redistribution des cartes qui est imposée aujourd'hui par Internet. Donc on attaque, on va passer pas mal de temps sur cette slide, simplement pour vérifier un petit peu pour bien réapprofondir un petit peu ces notions. Donc l'idée vraiment, c'est de savoir comment est-ce qu'on va intégrer et articuler correctement ces trois types de médias que sont les médias, alors je traduis en français, payants, détenus et gagnés, paid, own et earn media. Donc vraiment, on va beaucoup parler de stratégie. Alors, POEM, Paid, Own, Earn Media, POEM. C'est l'acronyme utilisé pour désigner donc tous ces termes qu'on vient d'évoquer, et c'est un acronyme qui a été conçu par l'Institut Forrester, donc vous avez je pense entendu parler, c'est un institut américain d'établissement de statistiques et de sondage. Ils ont conçu ce modèle économique en 2009. À l'origine de la création de ces expressions, l'idée était de pouvoir qualifier et ranger chaque type de présence en ligne possible pour une marque, et d'établir le plus simplement possible pour les marketeurs une sorte de catégorisation des différentes options médias qu'ils avaient à leur disposition pour que justement ils puissent organiser, prioriser leurs actions marketing et notamment celles qui étaient liées au contenu. Donc à cette fin, ce qu'avait fait Forrester, c'est qu'ils avaient rangé finalement en différents canaux distincts le média payant, le média privé, le média public ou plutôt acquis par viralité. Donc évidemment, comme toujours, chaque effort de pédagogie, de catégorisation, de clarification est forcément apparu extrêmement précieux aux marketeurs américains à l'époque, et ça a ensuite été évidemment importé dans tous les pays et auprès de toutes les directions marketing, qui ont de fait tous plus ou moins adopté cette qualification comme vraiment un modèle type auquel il fallait recourir pour fonder des stratégies médias et les implémenter de manière concrète. Donc le schéma en fait qui est résumé ici, ça a vraiment vocation à permettre aux marketeurs de mieux prioriser leurs choix entre l'un ou l'autre de ces trois canaux. Et donc, on comprend bien aujourd'hui que, compte tenu de l'évolution Internet, la bonne façon de procéder pour intégrer ces différentes façons d'exister en ligne, c'est vraiment d'adopter un mix
de ces 3 types de médias. Et l'idée, c'est justement que vous puissiez les mixer en incluant certaines de leurs composantes et ce faisant, en optimisant le plus possible votre budget, en allouant une répartition de vos investissements entre chacun des médias qui soit vraiment optimum. Alors, on zoome un petit peu sur le détail des définitions paid, own et earn. Paid media, qu'est-ce que c'est ? Certains le savent sans doute, mais ce qui va sans dire va parfois mieux en le rappelant. Donc, petit rappel. Donc, le paid media, c'est vraiment ce qu'on appelle, comme son nom l'indique d'ailleurs, l'espace média acheté. Ça désigne donc très concrètement l'exposition médiatique obtenue par l'achat d'espace publicitaire. Et ça, c'est applicable quel que soit l'espace concerné. Donc, on va louer à une marque un espace publicitaire pour lui permettre de communiquer son message sur un support donné, et évidemment en lien avec son industrie, ce qui permet à la marque de toucher sa cible. Donc offline, ces espaces, c'est les espaces pubs dans la presse print, l'affichage, les spots TV et la radio. Et en matière digitale, le paid media, c'est principalement le référencement payant. C'est en général Google et tout ce qui est les programmes d'AdSense à diffuser sur les sites tiers. Donc en général, quand est-ce qu'on recourt aux médias payants, aux paid media, c'est pour augmenter bien sûr un nombre de prospects par une hausse de visibilité. On paye pour être visible en premier, en pariant online en tous les cas sur un nombre de clics qui sera directement lié à la position de l'annonce, aux termes attractifs, de l'annonce publicitaire, etc. Bon. On passe sur les avantages et les inconvénients, c'est pas vraiment l'objet du cours. Je vous renvoie à des contenus qu'on a rédigés sur le site de l'Académie, évidemment, à vocation entièrement pédagogique pour bien expliquer ce que c'était. On enchaîne sur le own media. Donc comme son nom l'indique, une nouvelle fois, le média détenu, j'aime pas trop l'expression en français, mais enfin il faut faire l'effort quand même de le qualifier dans notre langue, c'est vraiment le média qui, comme son nom l'indique, est donc détenu en propre par la marque, et de fait, qui implique un contenu géré par la marque et diffusé par la marque elle-même. Donc c'est le site institutionnel, les mini-sites, les blogs, les newsletters, les emails, les médias print, les types de magazines, tout ce qui est PLV, ça rentre dessus, publicité sur l'ordre de vente, distribution de prospectus et compagnie. Donc on y agit évidemment également les applications mobiles aujourd'hui. Donc dans le modèle Forrester qu'on vient de rappeler, le média détenu, le own media, correspond vraiment à toutes les chaînes que la marque contrôle, soit totalement, soit même partiellement. Ça veut dire qu'on inclut aussi Facebook, Twitter et Pinterest, enfin tous les réseaux sociaux, quoi, toutes les pages. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, grâce au own media, et à ce stade on ne retiendra que ça, c'est que la marque est devenue véritablement portable. Le own media inclut ainsi les contenus créés et contrôlés par une marque sur ses réseaux sociaux. Donc finalement, c'est pour ça qu'on dit que la marque est transportable, elle peut quelque part se balader de manière transversale sur chacun de ses différents réseaux et diffuser ses contenus ailleurs que sur son seul site web. Donc naturellement, ça déclenche une opportunité qui est évidemment particulière, notamment liée aux réseaux sociaux, qu'on connaît, qu'on rabâche, que tout le monde répète, mais là, ça le qualifie de manière un peu plus précise. Bon. Maintenant, qu'est-ce que le earned media ? Le earned media, c'est en fait la version, j'ai envie de dire, et je vulgarise à dessein, qui correspond finalement au RP d'avant l'ère digitale. Bon, c'est la version un peu 3.0 des relations publiques. En gros, l'idée est que vous parveniez finalement à installer votre marque au sein des médias de manière gratuite plutôt qu'en payant de la publicité. Donc le earned media finalement c'est quoi ? C'est vraiment la visibilité spontanée qui est offerte par un tiers qui va s'intéresser à vous et qui va vous placer au centre du contenu qu'il va produire. Donc exemple, quand on vous sollicite pour une interview, pour du guest blogging ou qu'on fait un reportage sur vous, que vous faites l'objet d'un article, d'une interview ou de tout type de contenu qui soit produit par un média tiers autour de vous, de votre marque ou de votre expertise, ça rentre dans la catégorie earned media. Aujourd'hui, si on schématise, et pour conclure là-dessus, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'expression earned media, il vaut davantage l'entendre et l'apparenter au bouche à oreille, donc quelque part un petit peu à la viralité permise par les réseaux sociaux. Donc pour bien manier le earned media, l'idée c'est vraiment d'apprendre à écouter et à répondre à ceux qui portent ce bouche à oreille, qui le transportent, et c'est vraiment le marketing du bouche à oreille,
c'est l'ancêtre du marketing d'influence, dont on parle si souvent. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail pour comprendre un petit peu l'évolution du web et ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qu'il faut déduire de cette évolution. C'est-à-dire, quelle place on doit donner à chacun de ces différents types de médias dans sa distribution globale, dans sa stratégie globale de distribution. Alors, on commence par le paid media. On va tâcher de se remettre dans la peau d'un marketeur d'il y a 10 ans. Et on va parler un petit peu de l'évolution de la valeur lorsque justement il s'agit de ces 3 types de médias. D'abord, on pense à ce que les marketeurs américains appellent la bataille pour l'attention. Vraiment la quête, comment est-ce que je fais pour attirer l'attention? Et dans l'univers du digital en particulier, il y a un marketeur américain dont on a fait référence, qui s'appelle Andrew Davis, on en a parlé dans la formation précédente, qui lui a carrément qualifié ça de bataille immobilière. En gros, quand vous regardez cette page, vous n'avez sur cette page qu'une succession d'espaces de taille distincte, et c'est somme toute finalement un peu comme ça que fonctionne l'immobilier online. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui, le parallèle est assez smart, que fonctionne finalement la publicité en ligne aujourd'hui. Quel espace, petit, moyen, grand, horizontal, vertical, rectangulaire, carré, tout ce que vous voulez utiliser pour gagner l'attention de vos utilisateurs. Donc, quand vous souscrivez à du paid media, vous placez finalement votre argent prioritairement dans une location d'espace et accessoirement dans le contenu qui va l'occuper, qui va bien sûr sera créé de façon à attirer l'attention. Mais du coup, la stratégie, enfin la création du contenu sera vraiment liée à est conditionné au fait que ce contenu servira une stratégie de paid media, donc de publicité en ligne. Vous serez de fait un petit peu biaisé dans votre approche contenu. Donc, on est bien d'accord que finalement l'enjeu, enfin la motivation à l'origine de la publicité, du paid media, c'est vraiment d'augmenter la connaissance, l'attention des consommateurs sur le contenu que vous créez et sur la marque que vous dirigez. Donc ici, il n'y a pas de contenu, enfin en tous les cas en l'état, et c'est exactement comme ça que fonctionne l'immobilier en ligne. Et précisément il y a 10 ou 15 ans, ce marché de la publicité était vraiment un énorme marché, et d'ailleurs ça ressemblait à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la $1 million homepage, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc traduit littéralement la homepage à $1 million. Et qu'est-ce que c'est cette homepage à $1 million? C'est l'idée d'un étudiant assez brillant, un étudiant anglais de 21 ans, qui en fait se demandait très légitimement comment il pouvait éviter de passer les 15 prochaines années de sa vie professionnelle à rembourser un prêt étudiant parce qu'il voulait rentrer dans une super école et que ça coûtait très très cher. Donc son idée, sa motivation, c'était vraiment de trouver un moyen rapide de gagner $1 million. Rien que ça. On a tous eu ce rêve, je pense, en tant qu'étudiant, sauf que lui, il l'a réalisé. Alors, petit zoom rapide, parce que l'idée est vraiment géniale. Nous sommes donc en 2005. L'étudiant anglais s'appelle Alex Chu. Il est toujours très actif online, vous verrez, il a une super carrière dans le marketing digital aujourd'hui. Et à l'époque, il a 21 ans. Donc son idée, c'est quoi? Elle était toute simple. Il se dit finalement, je vais vendre 1 million de pixels sur un site à $1 chacun. Donc ça permettait finalement aux acheteurs intéressés d'ajouter leur logo ou leur pub, avec la possibilité bien sûr d'y inclure un lien hypertexte qui allait vers leur site. Donc vraiment, l'objet exclusif de ce site, c'était de vendre du pixel de site en publicité. Donc c'était vraiment ce qu'on appelait à l'époque la publicité au pixel. Donc, petite zoom quand même, parce que c'est ça qui était intéressant. Coût de l'opération pour Alex Chu, 50 € pour l'enregistrement du nom de domaine et l'hébergement. Le site a été mis en ligne le 26 août 2005. Et en gros, parce que je cite parce que j'avais vraiment trouvé la situation assez exceptionnelle. Il était quand même assez visionnaire, le Alex Chu en question. Il indiquait sobrement: je connaissais le potentiel de cette idée, je savais qu'elle pouvait cartonner ou échouer, mais si ce n'est mes 50 €, j'avais rien à perdre à le tenter. Donc, je me disais juste, l'idée était assez originale pour attirer l'attention, parce que l'Internet est un média très puissant. On qualifiait donc déjà à l'époque, en 2006 en tous les cas, ce petit génie, de Internet de médias.
Donc finalement, c'était quoi? Pour résumer son idée, c'était assez simple. La promesse qui était faite aux annonceurs, c'était que le site resterait en ligne au moins 5 ans, soit officiellement jusqu'au 26 août 2010. On est en 2016 et la page est toujours en ligne, hein, je précise. Et elle appartient officiellement désormais à l'histoire de l'Internet. Même si aujourd'hui, il faut le savoir, il y a 25% des liens qui la composent qui sont morts. Mais voilà, ça c'est l'aboutissement ultime de ce qu'on pouvait appeler le paid media et de son attrait. Des marques telles que vous les voyez qui étaient prêtes à payer des sommes substantielles, arrivant au total à 1 million de dollars, simplement pour qu'on voit leur logo et qu'on puisse envoyer un lien vers chez eux. On passe maintenant, en fait, à la conséquence de tout ça. La conséquence de ce paid media et de cette quête absolue, permanente et limite un peu obsessionnelle pour capter l'attention. La conséquence de tout ça, c'est ce qu'on appelle la banner blindness, le symptôme vraiment du « je ne vois pas la barrière ». C'est l'aboutissement logique et quelque part, j'ai envie de dire, un peu malheureux de ce jeu immobilier, de cette bataille acharnée pour le pixel digital, le centimètre carré digital, si on veut vulgariser. C'est vraiment le symptôme du « bah, je vois plus rien » en fait. Alors de quoi il s'agit? La banner blindness, vous le savez certainement, c'est la propension d'un utilisateur finalement à discriminer et à éviter de regarder tout contenu d'un site web qui peut lui apparaître peu ou prou comme un élément publicitaire. Cette banner blindness, c'est vraiment un comportement du consommateur qui a été décelé et documenté en ergonomie. C'est vraiment un comportement qui est même, je vous passe les détails, mais on en parle aussi sur le site de l'Académie, qui a été observé dans des dizaines d'études en oculométrie, c'est le terme précis pour en fait parler de eye tracking, où on a analysé le mouvement des yeux d'un utilisateur et mesuré pendant qu'il accomplissait un certain nombre de choses. Donc finalement, on en est arrivé à développer tous, en tant que consommateurs, consciemment ou pas, une propension cérébrale vraiment instinctive à éviter de regarder tout contenu qui pouvait apparaître comme de la pub. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui de tout ça? Alors, je vous passe les détails qu'aujourd'hui, maintenant, on a franchi encore un cap avec les adblocks. Mais ce qu'il faut en retenir à ce stade, c'est que finalement, la publicité, qui est toujours pertinente, et c'est absolument faux de dire que la publicité en ligne est morte, c'est complètement inexact. Ce qui est différent, c'est la façon dont on utilise la publicité online. Parce que justement, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, la publicité valorise la quantité et la qualité de l'audience. Et du coup, la question centrale à vous poser lorsque vous faites de la pub, c'est vraiment, est-ce que vous obtenez un nombre vraiment important d'impressions, de vues, et est-ce que ce volume d'impressions vaut vraiment le coup par rapport à vos objectifs? Et c'est là que justement, on va enchaîner ensuite sur la prochaine bataille, qui sera celle liée au contenu. Nous passons maintenant à la seconde catégorie de médias online, si je puis dire, qui est le earned media, le média gagné. Donc ça, c'est vraiment la partie qu'on appelle finalement la bataille, si on reste sur ce champ lexical un peu guerrier qu'on avait utilisé pour la première partie, une bataille gagnée, c'est-à-dire vraiment la lutte pour la conversation. On va bien sûr parler de ces earned media en tant que réseaux sociaux parce qu'ils désignent clairement l'opportunité pour une marque de gagner de la valeur grâce à des clients potentiels, ça c'est évident. Donc finalement, quand on y réfléchit bien, tout a commencé avec les commentaires, il y a à peu près 15 ans, peut-être moins. Vous savez, avec les commentaires qu'on avait la possibilité de mettre sur des blogs. Vous vous souvenez, quand les gens commençaient à poster des commentaires sur des blogs, tous les marketeurs se disaient « Oh là là, mais quelle formidable opportunité pour interagir avec les personnes qui parlent de ce qui était important pour notre marque, de nous, qui posent des questions. » C'était même une opportunité géniale de pouvoir engager avec des clients potentiels, voire idéalement, quand on était super bon, de convertir ce premier contact direct en un prospect, une vente directe et autres. Donc, ça a vraiment commencé avec tout bonnement des simples commentaires. Et puis petit à petit,
Cette lutte pour la conversation avec le consommateur, elle a finalement échappé carrément à tout contrôle lorsque les réseaux sociaux ont littéralement explosé. Et aujourd'hui, à tel point, et ça date de 2015, c'était le landscape, social media landscape de Fred Cavazza, qu'il actualise chaque année d'ailleurs. Finalement, aujourd'hui, vous en arrivez à finir avec toutes ces opportunités de communiquer avec des gens dans le monde en ligne. Et finalement, vous n'êtes plus trop sûr de la valeur que vous êtes censé créer parce qu'il y en a tellement d'opportunités que ça devient un vrai casse-tête. Donc la question, c'est vraiment du coup comment mesurer son impact sur les consommateurs quand vous avez une conversation sur les réseaux sociaux, tellement il y en a. Donc ça devient difficile à gérer, à traiter, à mesurer. Et c'est pour ça qu'on aborde un point central qu'on a évoqué tout à l'heure de la stratégie de distribution, notamment s'agissant du earned media, et c'est dans cette catégorie-là que ça rentre, celle de la pyramide d'influence de marque, c'est-à-dire de la détermination, de l'intégration du marketing d'influence dans votre stratégie de distribution de contenu, et du fait que ça doit constituer un point vraiment central de cette stratégie, notamment quand on a évoqué la notion de fractal marketing. Donc, il faut simplement rappeler, je vous renvoie au cours précédent sur ce sujet, mais on va quand même rappeler les bases, parce que c'est vraiment dans cette brique earned media que tout ceci s'intègre. L'idée, c'est vraiment de cibler des niches, fractal marketing, que vous devez cibler justement parce que ces niches sont les communautés, votre communauté sur l'industrie dans laquelle vous vous situez, dans l'univers digital. Donc, vous devez vraiment commencer à penser aux canaux de distribution existants là où ils se trouvent, et notamment avec vos influenceurs. Et c'est là qu'entre en lice la pyramide d'influence. Donc, si vous marketez vos produits et vos services, vous êtes en haut de la pyramide, ça, c'est vous. Sur la droite, on a mis votre fréquence de pertinence lorsqu'il s'agit de vous et de votre marque. Tout en haut, donc ça reste pertinent en permanence, vous travaillez dans votre entreprise, vous marketez cette marque. Tous vos employés, vos amis, votre famille pensent à votre marque plus souvent que la plupart des gens. Tout en bas de la pyramide, on parle de ce qui est très peu fréquent, uniquement lorsque les gens sont dans le cycle d'achat, et uniquement quand les gens pensent à cet espace, notamment d'achat, justement. Alors, et s'agissant du milieu, c'est justement influenceurs, prosommateurs qu'on avait évoqué tout à l'heure, qui sont ceux qui vraiment mènent les conversations, les impulsent, et ceux qui les lisent, les commentent et contribuent à ce qu'elles se diffusent justement jusqu'à vos consommateurs. Sur la gauche, pour finir, vous avez donc la taille de l'audience. Donc ça va d'une personne, c'est-à-dire vous, à forcément à tous les consommateurs jusqu'à l'infini et le reste du marché que vous pourriez potentiellement viser dans une industrie donnée. Donc on l'avait vu tout à l'heure, on le revoit un petit peu maintenant. Si jamais vous avez commencé, mais ça serait une erreur, par cette formation avant la précédente, pour récapituler. Vous, de fait, vous êtes par nature toujours intéressé par les contenus que vous diffusez, vous êtes impliqué. Les influenceurs, eux, sont des personnes qui représentent certes une petite part, une très petite part, une infime part de votre audience, mais elle est stratégique parce que ce sont des créateurs de contenu. Ils bloguent à propos de votre industrie dans votre industrie digitale, dans votre espace digital. Donc ils sont passionnés, experts, et le contenu qu'ils produisent est un contenu qu'on peut qualifier d'autorité, le authoritative content, qui est vraiment une expression clé en matière de marketing d'influence et en stratégie de contenu aussi, parce que c'est un contenu qui suscite, aujourd'hui, c'est celui qui suscite le plus de confiance des consommateurs et de votre audience. Et ces influenceurs-là sont j'ai envie de dire de manière un peu vulgarisée, des canaux de distribution à part entière. Vous en touchez un, vous séduisez un, vous nouez une relation authentique avec un seul d'entre eux, vous avez la possibilité de toucher ce faisant de manière extrêmement smart, fine et toujours très intuitive son audience à lui, qui est en général volumineuse puisqu'il s'est positionné en tant qu'expert sur son industrie. Il représente peut-être donc qu'1% du marché, mais grâce à ce 1%, vous pouvez toucher beaucoup. Donc, il est important, essentiel même, de déterminer sur une industrie donnée qui sont vos influenceurs. Les prosumers, les pro-consommateurs, les prosommateurs si on veut dire. Eux, c'est un petit peu, en français, c'est producteurs professionnels consommateurs. Donc c'est vraiment un néologisme
Et l'idée, c'est vraiment de décrire cette catégorie spécifique à mi-chemin entre le consommateur et l'influenceur, qui ne va pas être spécialement un producteur de contenu, un créateur de contenu, mais qui en revanche va être extrêmement impliqué, n'aura pas forcément le temps d'écrire, mais qui sera très concerné par ce qui se passe sur une industrie donnée, donc qui va s'engager, qui va participer, qui va converser, qui va commenter, qui va échanger, partager, et qui sera extrêmement très actif. Enfin, le consommateur, alors lui, très clairement, il se fiche littéralement de votre marque. Ça, c'est un des nouveaux postulats du content marketing, vous l'avez bien compris. Enfin, un des nouveaux postulats marketing qui est l'origine, une des causes du content marketing, c'est que le consommateur finalement se fiche complètement de votre marque, de vous et de vos produits. Ce qui l'intéresse, c'est de résoudre un problème, une difficulté qu'il rencontre dans une industrie donnée ou dans un domaine donné. Donc lui, ce qui l'intéressera, c'est les contenus qui seront produits, qui répondront à ses besoins informationnels eux-mêmes en corrélation directe avec leur souffrance, entre guillemets, de marché, c'est-à-dire le problème qu'il cherche à combler et qui a motivé, qui est à l'origine des recherches qu'il va faire sur Internet. Voilà donc vraiment l'opportunité du earned media. Il faut réellement parvenir à déterminer ces influenceurs et à savoir qui ils sont sur votre marché, dans votre industrie. Ensuite, réussir à identifier qui sont les personnes qui influencent les influenceurs et qui sont finalement les personnes vraiment influencées par eux, qui sont ces consommateurs et qui sont ceux qui vont influer aussi vos consommateurs. Donc dans cet univers des earned media, vous devez commencer à faire ce travail-là, à comprendre, adopter la communauté et à intégrer réellement les conversations. Clairement, il faut simplement finir sur cette partie en disant que les réseaux sociaux et le earned media donnent aujourd'hui beaucoup plus de valeur aux interactions qu'aux impressions, la majeure partie du temps. Et c'est vraiment là la plus belle opportunité de cette catégorie de médias aujourd'hui, c'est cette fameuse vraiment bataille pour faire partie de la conversation. Et c'est une lutte extrêmement précieuse parce que si vous la remportez, vos contenus seront pleinement distribués de manière authentique et votre stratégie de contenu deviendra réellement extrêmement vertueuse. La troisième catégorie de médias, et j'ai envie de dire le troisième type de bataille qu'il va vous falloir aujourd'hui en tant que marketeur livré, c'est ce qu'on appelle crûment la lutte finale, la lutte pour le contenu. Et c'est là qu'intervient la notion de own media ou de médias détenus et de ce phénomène que nous vivons actuellement de manière exponentielle, des marques qui se transforment en médias et en éditeurs. Donc sur ce point, il y a deux aspects à penser pour faire simple. Et on abordera comme ça les deux notions qui font tant de polémiques. La première, c'est l'idée selon laquelle vous allez créer un contenu de marque, le branded content, le brand content. Donc si votre nom est en tête d'affiche de chaque contenu que vous créez un contenu lié à votre histoire de marque, comme ici c'est le cas avec Cartier, et d'ailleurs le film absolument magnifique qu'ils avaient créé qui s'appelait l'Odyssée de Cartier, ça c'est du brand content. Le brand content, on en parle lorsqu'une marque développe son territoire de communication en adoptant et en s'appropriant un univers qui va dépasser les frontières de son produit ou de son service, mais toujours en continuant de parler d'elle. Donc c'est vraiment l'exemple type. Ce film que je vous invite à regarder, il est toujours disponible je crois sur le site de Cartier et sur YouTube aussi, mais je l'avais trouvé vraiment parmi les exemples assez emblématiques. C'est vraiment un condensé de l'univers de la maison de joaillerie Cartier. C'est conçu sous forme d'un voyage qui est effectué par une panthère, donc qui est vraiment toute l'histoire des influences de la maison Cartier qui sont résumées dans ce film, et chaque élément va révéler une facette de la marque. Alors à la fois la panthère, qui était l'emblème vraiment historique de Cartier, et qui incarne la féminité, l'élégance, la liberté, l'indépendance.
Le choix des lieux, donc c'est de Paris à la Chine, en passant par l'Inde et la Russie. Donc c'est vraiment toutes les influences de pays qui avaient influencé justement le joaillier qui sont représentés. Les produits, vous les voyez présents tout au long du court-métrage, les créations occultes de la maison qui sont parfaitement insérées dans l'univers, dans les univers qui sont très très bien retranscrits. La musique, c'est le choix d'un thème qui avait été décliné en beaucoup de variantes et dont l'objet était vraiment de rappeler que les créations Cartier finalement se démodent pas, d'accord. Elles sont toujours très actuelles. Et de manière générale, l'ambiance qui est toujours fantastique, absolument magnifique, brillante, élégante et qui colle parfaitement à l'image de la maison et du joaillier. Bon, mais ceci étant, en faisant rêver, elle crée un lien certes fort probablement avec le consommateur, elle essaye de rentrer en contact avec lui, mais pour conclure, dans cet exemple, la marque est présente absolument partout, et pendant toute la diffusion du film, le contenu est lié à la marque, il raconte l'histoire de la marque, il met en scène les produits de la marque. C'est vraiment un format de contenu qui est absolument intéressant, parfaitement esthétique, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui est réellement du contenu de marque. Du contenu de marque en ce sens qu'il parle de la marque. Or, ça nous amène justement à la seconde opportunité, qui est au contraire de penser à créer une marque de contenu. On joue sur le jeu de mots, mais justement pour bien montrer la différence entre brand content et content dans le cadre du content marketing. Lorsque vous voulez penser en termes de own media, l'idée c'est vraiment de maximiser les opportunités qui sont liées aux médias, justement aux médias que vous détenez, et au final, de créer ensuite les bonnes opportunités sur les autres types de médias. Un des exemples vraiment les plus parfaits de marque de contenu, il y en a évidemment plein d'autres, mais celui-ci est vraiment emblématique, c'est celui de la marque Will It Blend. On a fait tout un exposé dessus, enfin, c'était un cas pratique qu'on avait développé dans nos études de cas sur le site de l'Académie parce qu'il est vraiment emblématique. Je vous le décris très brièvement. Alors, Blendtec, c'est en gros, la marque américaine, c'est Blendtec. Elle vend un produit unique qui est un mixeur. Bon, un sacré mixeur. Donc, après plein de perfectionnements sur le mixeur, bref, et en parallèle le succès des smoothies, les mixeurs Blendtec sont vraiment devenus des incontournables. À l'origine, il y a un inventeur qui s'appelle Tom Dixon, qui d'ailleurs est toujours le dirigeant de Blendtec et qui la détient quasiment intégralement. Et c'est une vraie success story à l'américaine. Et justement, ce qu'il a fait connaître, c'est vraiment du très très bon marketing. Donc Will It Blend, c'est quoi? C'est le nom de l'émission YouTube. Je vous invite à aller la regarder parce que c'est franchement à mourir de rire, qui est conçu pour booster la notoriété du produit et de la marque. Et le succès, c'est vraiment fait ressentir. Un cas vraiment emblématique de marketing viral. Donc l'émission, vous irez regarder parce que franchement ça vaut le coup et ça détend. Elle démarre vraiment sur une musique à mi-chemin entre Les Drôles de Dames et Starsky et Hutch, vous voyez. Décor 100% ricain, très bien planté. Dixon arrive avec le cheveu gominé, la mèche impeccablement présentée, un accent texan à couper au couteau, un physique assez bonhomme, et il vous accueille devant son mixeur toute catégorie, prêt à relever comme à chaque émission, parce que c'est l'objet de l'émission et donc du contenu YouTube créé, le challenge unique qui est est-ce qu'on va réussir à mixer ce truc-là? Alors, l'idée c'est Will It Blend, est-ce que ça va mixer, est-ce que ça va broyer, est-ce que ça va mélanger et tout y passe. Chaque objet d'émission, c'est de mixer n'importe quoi. Donc, au cours de cette émission qui vraiment dure quelques minutes, il a ses super lunettes de spéléologue, le Tom Dixon, et à chaque fois, il choisit un objet absolument improbable, et volontairement tout, sauf des produits alimentaires, je persiste, et il commence en démarrant tout de suite, en posant à son audience la même question, Will It Blend? Donc là, tout y passe, et des objets particulièrement réputés pour leur fiabilité, leur subtilité, leur solidité. Donc toute la gamme Apple, iPhone 5, 6 et j'en passe, même iPad et Apple Watch plus récemment, je vous invite à le regarder, mais attention, c'est un public sensible, s'abstenir, puisque c'est un peu hard. Mais aussi des diamants, de la colle, un squelette, des téléphones Nokia, des marqueurs, le dernier bouquin de Justin Bieber, enfin bon, vraiment tout.
Et ce contenu a une particularité, outre le fait qu'il est extrêmement original, qu'il s'adresse au B2C et qu'il est très divertissant, donc entertaining, c'est vraiment qu'il ne mentionne absolument jamais la marque, ni absolument aucune des fonctionnalités du mixeur. À aucun moment donné, vous allez voir Tom Dixon vous expliquer par le menu comment marche son mixeur, quelles sont les fonctionnalités qu'il détient, les dernières améliorations, les perfectionnements. Ça, c'est des contenus qui sont no way, qui vraiment n'existent pas. Il ne parle jamais de comment faire des smoothies, ni de quoi est composé le mixeur, rien du tout. Son but, et c'est là que c'est très smart, c'était vraiment d'attirer une audience masculine, une vraie niche, des personnes qui du coup, que ces contenus inspireraient, d'accord, parce qu'ils constateraient d'eux-mêmes que finalement le mixeur est une machine hyper puissante. Donc ça flatte inconsciemment l'ego de la virilité masculine. Et justement, donc il y avait toute une étude qui avait été faite sur les personnages où la puissance du mixeur, retranscrite par la puissance justement des contenus et le choix particulier des choses qui sont mixées dans l'émission, faisait appel à cet ego un petit peu, ce besoin de puissance recherchée quand on achète un mixeur. En tous les cas, quand un homme va se balader dans des rayons et décide d'acheter son mixeur. Donc c'est pour ça que justement cette émission Will It Blend, en tant que marque de contenu autonome de la marque elle-même, connaît vraiment encore aujourd'hui, en ce moment aux États-Unis, un vrai succès. Donc on a vraiment tous les ingrédients d'une super stratégie de contenu, une super cible, un storytelling très clair, un produit top, une niche de contenu vraiment, avec une stratégie de contenu avec un objectif qui était vraiment doter la marque de son contenu pour divertir. Sur le site lui-même, vous verrez, il y a des blogs, évidemment. Alors là, vous retrouvez toutes les recettes et le reste. Bon, pour faire court, parce que je vous renvoie à l'article qu'on a rédigé sur le site de l'Académie à ce sujet, quelques lignes sur quelques mots sur les résultats. Depuis sa création en 2006, plus de 140 vidéos conçues. Ça fait quand même 256 millions de views. Il y a eu 10 relais à la télévision. Il a à son mission près de 900 000 abonnés et ça s'est traduit, j'avais réussi à obtenir le chiffre, en près de 700% d'augmentation des ventes de mixeurs. Donc oui, le contenu dans le cadre d'une stratégie de content marketing comme ça fait vendre. C'est clair, c'est net et c'est incontestable. On passe à la deuxième partie de notre programme de formation destinée à l'élaboration de votre stratégie de distribution qui est, on en avait parlé dans la première partie et on approfondit à ce stade, de savoir bien exploiter le vrai pouvoir de l'abonnement. Et ce faisant, d'essayer de faire un petit peu basculer la tendance, j'ai envie de dire traditionnelle, consistant à dire on doit absolument augmenter nos parts de marché. Non. L'idée justement, c'est d'exploiter le pouvoir de l'abonnement pour savoir comment augmenter la taille de votre marché. Donc ce qui est important ici, c'est vraiment cette notion d'abonnement. L'idée, c'est vraiment que maintenant, vous arriviez à penser au contenu lié à la marque comme vraiment un véritable nouveau modèle économique, celui de l'abonnement. Donc à l'origine, ce modèle de l'abonnement, vous le savez, c'est un vieux modèle, c'est celui vraiment de la presse print, mais il a vraiment revécu ses lettres de noblesse à l'ère du digital. Pourquoi ? Parce que finalement, ce contenu qui va inciter à l'abonnement, qui va être le vecteur majeur de la captation de vos abonnés, c'est celui qui va vraiment valoriser la relation sur la durée. Et cela bien au-delà de la notion d'impression ou de conversation comme on a pu les trouver dans les deux types de médias précédents, qui étaient le earn et le paid media. Donc, l'idée vraiment, c'est d'utiliser le contenu pour augmenter la taille du marché et pas ses parts de marché. Donc on va revenir un petit peu sur cette notion d'augmentation de parts de marché pour essayer un peu de comprendre d'où elle vient et pourquoi. Cette relation justement à long terme et de qualité que vous pouvez obtenir grâce à du contenu, elle devient vraiment très importante et c'est ce qui constitue la principale opportunité du own media.
Si vous décidez d'intégrer des médias payants, détenus, obtenus, earned, owned, paid, donc en élaborant votre stratégie sur la base d'un mix entre ces 3 canaux de distribution, il va falloir commencer à penser finalement au marché d'une manière différente. Et c'est à ce prix-là que précisément on peut ensuite arguer que le paid media n'est pas mort, que bien sûr le earned media est essentiel, mais qu'il n'est pas non plus exclusif, et qu'au cœur de tout ça figure le contenu et le owned media. Donc là, je reprends une idée de Andrew Davis, qui est clairement un génie sur toutes ces questions, parce qu'il maîtrise parfaitement bien, comme il a un passé sur tout ce qui est production de contenu, mais pour le cinéma, et qu'ensuite il a eu une agence de marketing digital qui a très très bien marché. Il a une extrêmement bonne maîtrise et connaissance de l'alliage du contenu sur le digital et des transformations que le contenu a imposées au digital. Et il a eu un concept que j'ai trouvé absolument génial, qui est celui, pour expliquer justement cette notion de part de marché ou augmentation de la taille du marché, qui est celui de la pizza du directeur marketing. Alors pourquoi ? C'est assez drôle, mais c'est assez sympa et ça rend les choses assez explicites, je trouve. L'idée, en fait, c'est de comparer votre budget marketing à une pizza. Le problème auquel on est tous confrontés aujourd'hui en tant que marketeurs sur le marché, depuis notamment Internet et Google, c'est finalement le fait que cette tarte marketing, ce budget, il grossit pas, voire même il diminue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous en arrivez presque, quand vous établissez votre stratégie marketing, finalement, à découper cette pizza en de plus nombreuses parts. Et finalement, à chaque fois qu'une nouvelle opportunité digitale survient, vous la divisez à chaque fois en un peu plus de parts. Et au final, ça ressemble un peu à ce que vous avez décrit sur cette slide. Donc, si vous êtes le directeur marketing d'une entreprise, vous avez 100% de votre budget marketing, ok, c'est votre pizza. Et vous allez petit à petit commencer à la diviser, subdiviser en autant de parts, on va dire d'efforts, d'énergie, de ressources que vous pouvez. Et vous allez placer face à ça différentes spécificités du monde média. Donc vous allez placer un peu en event, en RP, en pub, en promotion et le reste. Bon. Et là, vous avez vraiment un échantillage, sur cette slide, j'ai tâché de récapituler vraiment tout, depuis les réseaux sociaux à l'interactif, en passant par le SEO, le SEA, la promotion, la pub, le marketing direct, enfin tout. Et finalement, ce que la part de pizza représente n'a pas, somme toute, tant d'importance. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que quand vous zoomez, vous vous apercevez finalement qu'il n'y a jamais vraiment eu de budget pour le contenu. Et au final, quand vous analysez bien cette pizza, vous vous apercevez que finalement vous divisez des parts, mais vous ne détenez finalement aucune des pièces du puzzle. Vous ne faites que finalement investir de l'argent dans quelque chose de tiers, dans des médias tiers, dans des services tiers, mais vous n'investissez jamais votre budget marketing dans quelque chose qui va rester la propriété de l'entreprise et de la marque. Et vous vous apercevez donc par nature qu'il n'y a jamais eu de budget, à ce jour en tous les cas, pour le contenu. Donc où est-ce qu'on va placer le contenu aujourd'hui ? C'est ça la problématique aujourd'hui du content marketing. C'est finalement, on va dire, quelle part est-ce qu'on va attribuer pour le contenu ? Alors on ne sait pas, donc on va se dire, on va le caser entre les RP et la publicité. Donc vous allez en piquer un peu au RP ou à la pub. Et finalement, vous êtes obligé de couper un peu votre part de tarte pour en attribuer de pizza pour en attribuer une partie. Et c'est précisément là que devient le problème. Donc ce qu'il faut réaliser et comprendre, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on conçoit notre budget marketing de cette manière ? Au fond, c'est essentiellement dû au fait que finalement pendant des dizaines d'années, ce sont les entreprises de médias qui nous ont formés à penser et raisonner en ces termes, en termes de croissance de part de marché. Parce que c'était le modèle économique de l'époque. On louait de l'espace dans le média des autres pour acquérir de la visibilité, partant du postulat que cette visibilité et cette notoriété nous feraient acquérir des parts de marché plus substantielles. Donc du coup, on raisonnait en termes de croissance de part de marché, ce qui basiquement représente finalement en fait la conscience et la connaissance de votre marque par le public. On cherchait à accroître sa notoriété. Donc on cherchait à chaque fois un peu plus et encore un peu plus de notoriété. Donc l'idée de base, c'était que si la taille totale du marché où on vendait nos produits ou services était de 100% et que vous aviez 10% du marché, finalement ça signifie que vous aviez 10 € en part de marché chaque année.
Et du coup, logiquement, ce que vous essayez de faire ensuite, c'est d'augmenter encore davantage à chaque fois vos parts de marché, en augmentant encore à chaque fois un peu plus votre notoriété, donc en allant la piquer à la marque Tartampion ou à la marque XYZ. Bon. Donc si vous allez augmenter vos parts de marché et que finalement vous atteignez 11% parce que vous avez volé 1% à Tartampion, et bien vous gagnez finalement 11 euros par an maintenant. Ensuite, si vous avez 12%, vous gagnez 12 euros par an et ainsi de suite. C'est finalement pourquoi, et on le comprend, les médias payants, le paid media, représentent une très grosse opportunité sur le marché parce qu'en fait, ils fonctionnent réellement en termes de parts de marché. Et que c'est comme ça que les marketeurs ont été formés, formatés à raisonner parce qu'ils ont été éduqués par cette pédagogie des médias eux-mêmes. Mais à l'heure digitale, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que réellement c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses? Est-ce que c'est la bonne solution? Si vous en arrivez à penser à intégrer à la fois du owned media, du paid media, du paid media et du earned media, il va falloir commencer à penser et à mesurer d'autres choses sur le marché parce que finalement, ça ne peut plus être qu'un jeu de connaissance et de reconnaissance. Donc, si vous voulez effectivement uniquement vous contenter d'augmenter la notoriété de vos produits ou vos services, alors dans ce cas, achetez de la publicité. D'accord. Mais dans ces cas-là, il suffit d'acheter entre guillemets que ça. En revanche, si vous raisonnez autrement et que vous cherchez cette fois-ci simplement à augmenter non pas la notoriété de votre marque, mais la notoriété du contenu que vous créez, vous allez utiliser la publicité pour augmenter la notoriété du bon tube de contenu, pour la placer devant la bonne audience et la placer au bon moment et la diffuser au bon moment, ce qui ensuite générera, et ce sera l'objet du contenu créé et de la publicité qui sera portée sur ce contenu, de générer un abonnement, un acte final, et donc c'est pour ça qu'on parle de la résurgence du modèle de l'abonnement. Parce qu'en structurant votre stratégie de distribution de contenu autrement et en plaçant le contenu au cœur de ce triptyque de diffusion média, la finalité, vous allez vous en rendre compte, quel que soit le contenu que vous créez, la finalité du modèle économique qui sera créé, ce sera effectivement d'arriver à une action de l'utilisateur, non plus à l'achat d'un produit ou d'un service comme avec la publicité d'antan, mais à un acte de souscription, d'abonnement au contenu que vous avez promu. Du coup, l'enjeu deviendra complètement différent, ce sera de placer le contenu dans la bonne place de marché, avec le bon contexte, dans la bonne audience. Donc finalement, la publicité, c'est un jeu, c'est une histoire de part de marché. Et vous, en tant que marketeur en 2016, vous devez commencer à penser à traiter votre contenu comme un produit afin de commencer à déclencher de la notoriété pour ce contenu lui-même. Donc l'idée vraiment, si on a envie de résumer, c'est vraiment de ne plus faire de la pub pour le produit, mais de faire de la pub pour votre contenu. Et si vous voulez mesurer toute votre activité, vous devez alors penser à la taille du marché. Mais parce que si vous voulez augmenter la demande de vos produits et services, à ce moment-là, il faut créer du contenu. Donc, finalement, vous devez commencer à penser à votre pizza marketing comme à un marché à 100$ avec une part. Si vous voulez augmenter la taille du marché et augmenter le marché total pour le porter à un marché de 200$, vous venez juste de doubler par la même occasion le marché pour vous, même si votre part de marché est restée exactement la même. Et si vous triplez aussi de fait vos revenus sans pour autant accroître votre part de marché. C'est ça la vertu du contenu, c'est de permettre de raisonner en augmentation de part de marché, dans la possibilité de toucher des audiences qui soient différentes, en permettant d'accroître votre base d'abonnés et ce faisant d'augmenter tout en conservant la même part de marché, mais d'augmenter votre présence et la présence de votre marque, de vos produits, de vos services. C'est donc ça la réelle opportunité quand vous en venez à penser à cette intégration de own, earn et paid media. L'idée, c'est vraiment de commencer à penser à augmenter la taille du marché et pas la part de marché. Donc, si vous voulez juste penser à la différence entre own et paid media, et bien dans ces cas-là, on peut résumer de la façon suivante. Si vous voulez augmenter la notoriété de la marque, achetez de la pub. Si vous voulez augmenter la demande, créez du contenu. Et si vous mettez les deux ensemble, là, à ce moment-là, vous commencez à raisonner de manière vraiment différente et beaucoup plus adaptée aux enjeux d'Internet. Dans ces cas-là, vous vous dites, puisque mon contenu est au cœur de ma stratégie de mix média, je veux commencer à augmenter la notoriété du contenu que je crée pour ensuite augmenter la taille du marché.
Et c'est ça, la pizza du directeur marketing. Alors, on prend un exemple concret, parce que ça peut paraître assez théorique et c'est très macroéconomique, mais pour rentrer vraiment dans le détail, il se trouve qu'il y a un exemple aux États-Unis. Il y en a plusieurs, mais celui-là a vraiment été un cas d'école, vous en avez peut-être entendu parler. C'est le cas Orabroch. Donc, on va vous raconter une petite histoire à propos d'un type qui s'appelle, d'un type, c'est pas très correct, excusez-moi, du docteur Bob Wagstaff, qui est un homme de 75 ans et qui, à la fin de sa carrière, était dentiste, je crois, a inventé une brosse qui s'appelait l'Orabroch. L'Orabroch, en gros, c'est quoi? C'est une brosse à dents pour votre langue. Donc, vous pouvez la voir ici. C'est une brosse qui est faite pour la langue. Ça améliore la santé de la bouche en brossant la langue avec un poil qui est extrêmement spécial. Donc, quand le docteur Wagstaff a voulu commercialiser son Orabroch, il a dépensé carrément 50 000 $ d'info-commercial, d'accord? Info-commercial, on dit, c'est-à-dire que vraiment placé à la télévision, dans l'espoir que ça allait inciter les gens à acheter la brosse, que ça la ferait connaître, qu'au moins ça permettrait de comprendre et de savoir que ce produit existait. Donc ça, c'est typiquement du média payant, c'est une approche paid média pour toucher son audience. Donc, quels ont été les résultats? Vous les avez ici. Il a dépensé globalement 50 000 $ pour la déployer et il a vendu 100 Orabroch. 100 Orabroch pour 50 000 $, autant dire que le retour sur investissement sur le produit, vous n'avez pas besoin de moi pour faire le calcul, franchement, c'est pas terrible. Il faut savoir que le Dr Wagstaff, son objectif business ultime, et ça c'est très important parce que c'est une étape qu'on zappe trop souvent en tant que content marketer, c'est de déterminer correctement son objectif et de déterminer à quoi ressemble le succès au final quand on aura déroulé sa stratégie. Si vous ne savez pas à quoi ressemble le succès, vous n'aurez aucun moyen de mesurer si vous avez atteint vos objectifs ou pas. Donc il vaut mieux le déterminer en avance. Et en l'occurrence, le Dr Wagstaff avait parfaitement déterminé son objectif. Ultimement, ce qu'il souhaitait faire, c'était faire rentrer son Orabroch dans tous les commerces de détail aux États-Unis du type CVS, Walgreens et idéalement Walmart, qui est la cible rêvée pour n'importe quel distributeur de produits, puisque c'est le plus gros supermarché vraiment américain dans tous les États-Unis. Donc il souhaitait, c'était ça son objectif business, il souhaitait vraiment pouvoir commercialiser son Orabroch. De toute évidence, il était loin du compte en ayant vendu ses 100 malheureux Orabroch pour un budget de 50 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Jeffrey, qui était lui un étudiant en MBA, et il a commencé, dans le cadre de son MBA d'ailleurs, à travailler avec le docteur Woodcraft. Donc pour essayer, il a commencé à essayer de déterminer qui concrètement pourrait acheter l'Orabroch. Donc il a fait une étude de marché très poussée, vous vous souvenez du TAM-SAM, et finalement il a appliqué ses règles de marketing basiques et il a réalisé finalement que seulement 8% du marché pourrait considérer de manière tangible et concrète l'achat d'une Orabroch. Donc il y a eu des étudiants en cours de marketing qui disaient mais c'est pas du tout suffisamment gros pour engager une stratégie marketing, ça vaut vraiment pas le coup. Et lui, en tant qu'étudiant, ce jeune Jeffrey a dit c'est votre niche, c'est 8% de la population, vous allez devenir riche si vous ciblez cette niche. Parce que quand même aux États-Unis, 8% de 360 millions de personnes, c'est une très belle niche. Donc cette niche, il a essayé de la qualifier davantage pour cibler réellement son audience. Et il s'est dit, après étude de marché poussée, que ça devait sans doute être constitué par des adolescents, qui étaient somme toute ceux probablement les plus soucieux de leur haleine, puisque quand on se lave la langue, l'idée justement c'est que ça permet d'avoir une meilleure haleine. Donc que ces adolescents pourraient forcément être très soucieux de leur haleine et donc être intéressés par cette broche et que de fait, s'ils pouvaient toucher presque 7-8% de la population, il aurait alors une stratégie marketing qui fonctionnait très bien et il aurait démontré qu'il y a une demande pour son produit. Donc son objectif d'intégrer Walmart aurait potentiellement pu être atteint. Donc le Dr Bob demanda à Jeffrey comment il comptait mettre concrètement en œuvre tout ça et placer son produit, parce qu'il avait plus de budget, il avait tout dépensé dans sa pub télé, comment il pensait pouvoir placer son produit devant des étudiants. Et Jeffrey a eu alors une idée très simple.
il a créé un contenu vidéo qu'il a balancé sur YouTube avec un copain à lui. La production du contenu lui a coûté en tout et pour tout 500$. Avec 500$, il a créé le contenu et je vous invite à aller regarder, j'ai pas pu la diffuser sur la formation, mais je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est assez épique. Alors en gros, hein, dans la vidéo, je vous en donne la substantifique moelle. On y fait référence donc à ce qui s'appelle l'halitophobie, c'est-à-dire la peur irrationnelle de la mauvaise haleine. Je n'ai pas si peur de moi ayant une mauvaise haleine, j'ai peur des autres ayant une mauvaise haleine, du genre oh, et mec, ton haleine, c'est l'horreur. Bref. Donc, si c'est le cas, ça commence avec une sorte de pose de diagnostic par le petit blond que vous voyez. Il vous dit, bah, dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes peut-être en train de développer un cas d'halitophobie. Je vais y arriver. Alors ensuite, le petit film déroule et il dit maintenant, je sais quelles questions vous posez, comment est-ce que vous savez si on a une mauvaise haleine ou pas. Eh bien, c'est simple, vous utilisez cette cuillère. Et il sort une petite cuillère. Je rigole parce que la scène était assez drôle. Il souffle donc sur la cuillère et il voit si ça lui renvoie une mauvaise haleine ou pas. Bon. Bref, je vous passe les détails, vous comprenez bien qu'au final, il arrive à démontrer que la solution de la petite cuillère, c'est pas mal, mais il y a quand même plus efficace. Et du coup, il place... mais c'est extrêmement drôle, hein. Donc après, il place sa fameuse aura broche. Et il crée au passage un personnage, que vous verrez dans les slides suivantes, qui est une sorte de langue géante en plastique, portée par un autre étudiant copain du Jeffrey en question, et avec lequel il engage la conversation à propos de la petite cuillère, de la mauvaise haleine et du reste. Donc, pour en revenir à nos moutons, on a donc un contenu qui est own media, créé pour 500$. Et avec ce contenu à 500$, il a créé une vidéo qui aide finalement les gens à tester s'ils ont une mauvaise haleine. Donc l'idée, c'était quoi? C'était d'augmenter la demande sur le marché pour le produit, ensuite pour présenter ce produit qui va résoudre le problème. Il a utilisé le contenu pour faire prendre conscience de l'existence d'une souffrance de marché qu'il a qualifiée et qu'il a mis en scène au travers d'un contenu. Et ça, c'était l'opportunité déclenchée assez géniale. Donc vous pourrez voir qu'il a eu un nombre énorme d'échos sur les réseaux sociaux. 25 millions de personnes ont vu la vidéo. Et la question qu'on peut se poser, voilà, 500$ investis, donc si on résume, pour un contenu sur YouTube qui a suscité près de 25 millions de views. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'il a réussi à obtenir ces 25 millions de views sur YouTube? Eh bien tout simplement, il a appliqué le secret. Il n'a pas fait de la publicité sur le produit, il a fait de la publicité sur le contenu. Jeffrey était en effet assez intelligent pour réaliser qu'il pouvait faire de la pub autour d'un contenu spécifique du type « Sentez votre propre haleine ». Il a dépensé 40$ pour des publicités pendant 5 semaines. 40$. Donc pour 500$ pour la vidéo qui a permis d'augmenter la demande, ici ça c'est vraiment du own media. Ensuite il a créé une publicité pour 40$ pour encourager la bonne audience, pour les aider à déterminer si oui ou non ils avaient une haleine qui sentait bon ou pas. Donc quel est le retour sur investissement là-dessus? Pour essentiellement 580$, il a vendu 10 000 unités d'Aura Broche en 5 semaines à ce public d'adolescents, ces vulnérables ados, garçons et filles qui voulaient savoir si leur haleine sentait bon ou mauvais. Et YouTube évidemment était le super bon canal pour faire ça. C'est justement la force de créer des relations avec du paid media et du owned media pour susciter l'intérêt des gens à regarder la vidéo qui résoudra leurs problèmes. Parce que de la pub pour des contenus vidéo, on le sait, marche extrêmement bien. Donc les résultats obtenus avec si peu de budget étaient purement et simplement incroyables. Pour autant, l'objectif initial, je le rappelle, qui était de placer les produits dans la grande distribution, n'était toujours pas atteint. Donc Jeffrey et Dr Bob, eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment travailler avec Walmart. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé exactement la même technique. Ils ont utilisé du own et du paid media en mixé pour créer un contenu sur la base d'une idée encore une fois très simple et encore une fois très drôle, qui toucherait directement les dirigeants de Walmart. Alors, c'était en septembre 2011. À ce moment-là, ils avaient quand même 39 millions de views sur YouTube et 160 000 abonnés à leur chaîne. Mais donc c'était quand même ça représentait un volume d'abonnés substantiel. Ça restait malgré tout toujours très peu de distribution et finalement l'objectif était toujours pas atteint. Donc fin septembre,
qu'est-ce qu'ils font? Ils réussissent à placer leurs produits dans les 3500 magasins Walmart des États-Unis et sans même que le Dr Bob n'ait eu à obtenir un rendez-vous. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Alors, au départ, il avait envoyé des CD et des DVD dans l'espoir que les grands décideurs chez Walmart puissent voir les vidéos et puissent ensuite faire une commande de plusieurs Orabroches. Mais ça n'a pas marché. Ensuite, il a acheté 28 $ de pub sur Facebook géolocalisé pour toucher directement les employés de Walmart. Donc, le siège de Walmart, il était basé dans l'Arkansas. Donc, il savait très bien qu'il ciblait des employés qui se trouvaient dans l'Arkansas. Donc, c'était vraiment du très géolocalisé. Mais du coup, plutôt des employés type au cadre, par exemple. Donc, ils ont payé 28 $ pour mettre une publicité qui disait la chose suivante. Walmart a besoin de moi. Les employés de Walmart ont une mauvaise haleine. Walmart a besoin de Orabroche. Ce produit fera les meilleures ventes de votre magasin orabroche.com. Qu'est-ce qui s'est passé? 48 heures après, ils recevaient un email de l'acheteur de Walmart qui, après avoir visionné leurs DVD et les vidéos YouTube précédentes, et après avoir été vraiment ahuri par le nombre d'abonnés, eh ben, il passait une commande de 735 000 Orabroche. Voilà, et ça, vous avez ici, je vous ai remis un petit peu la vidéo avec Morgane Lalangue, Morgane de Tang, qui expliquait les vertus de l'Orabroche et le pourquoi, la mauvaise haleine et le reste. Ils ont créé une vidéo du coup très spéciale pour Walmart, que vous pourrez regarder dans la publicité. Et dans les jours suivants, ils étaient distribués dans les 3500 magasins Walmart des États-Unis. Ils enchaînaient ensuite avec CVS. Et grâce au succès et à la viralité sur YouTube, eh ben, ils pénétraient ensuite les marchés canadiens et britanniques, rien que ça. Donc concrètement, si on résume, 608 $ investis, un peu de jus de cerveau quand même, beaucoup de finesse et de connaissances marketing, le coût d'une autre vidéo et de la publicité. Et au bout de 3 ou 4 semaines, ils ont eu une commande par email, même pas un coup de téléphone, de 735 000 unités en quelques mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet exemple? Évidemment, on va pas vous faire l'affront de déterminer quel est le ROI d'une campagne comme ça. Je pense que vous l'avez compris vous-même. Fin 2011, ils avaient presque 40 millions de vues sur YouTube, 300 000 fans Facebook et vendu presque 2 millions de produits. Et c'est juste, bon, à la fois énorme en 2 ans, mais c'est surtout incroyable d'avoir eu un tel nombre de views sur une page Facebook, finalement, avec si peu de produits vendus et somme toute très peu de contenu aussi, quoi. Donc, vraiment, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils avaient un modèle marketing qui allait à contre-courant de tout ce qu'il fallait faire traditionnellement pour lancer un produit. Mais c'est précisément pour ça que cet exemple a été choisi, parce que c'est un modèle de rupture qui démontre parfaitement bien une utilisation mais extrêmement smart des vertus et des opportunités présentes par Internet, mais du coup de l'importance d'un bon contenu. Donc, si on veut... Alors, au passage, juste pour la petite histoire, le Jeffrey, c'est devenu une superstar du marketing et il est aujourd'hui président de sa propre agence. Enfin, il a eu un boulot fantastique après ça et il a plus de... Enfin, c'est une référence marketing aux États-Unis, ce qui n'est objectivement pas rien. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce cas Orabroche? D'abord, on retient que quand même, à la base, au départ, ils avaient clairement défini les objectifs à atteindre et l'audience. Ça, c'est essentiel et ça s'inscrit exactement dans le programme de formation que vous êtes en train d'écouter. Ils ciblaient les employés de Walmart dans l'Arkansas et les adolescents qui pensaient avoir une mauvaise haleine. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont créé du contenu intéressant qui a été créé justement pour augmenter la demande. Il ne s'agissait pas d'un contenu portant sur leur approche, il s'agissait vraiment d'un contenu qui parlait de la mauvaise haleine. Donc un contenu informatif sur un problème rencontré par un utilisateur. Parce que si vous avez mauvaise haleine, vous avez besoin de leur approche. Ensuite, ils ont utilisé les médias payants et ils ont fait augmenter le succès de leur contenu qu'ils ont créé, mais pas celui de leur approche. Ils ont finalement, somme toute, jamais parlé de leurs produits. Ils n'ont pas mis des publicités pour leur approche partout, ils ont mis des publicités avec du contenu partout. Et ils ont capitalisé sur ces abonnements dans leur espace de médias détenus pour maintenir cet élan autour du produit. Voilà les points clés du puzzle. Ils ont extrêmement intelligemment utilisé le pouvoir de l'abonnement qu'ils avaient et qu'ils ont réussi à créer sur la base de ce média détenu, de ce own media.
Et évidemment, un contenu quand même de très bonne qualité parce qu'il était ludique et drôle. Très bonne qualité, ça n'implique pas de dépenser des millions de dollars, ça implique simplement de se creuser le cerveau pour trouver quelque chose qui soit original et ludique. Voilà, on enchaîne avec, en guise de conclusion finalement, tout ce que ce mix Earn, Own et Paid Media implique comme redistribution des cartes et évolution des règles traditionnelles de la publicité. Euh, voilà, on va conclure sur ce qu'on appelle un petit peu la règle secrète de la publicité. Donc, qu'est-ce que tout ceci nous enseigne? Eh bien, c'est simple. Ça nous enseigne que finalement, on doit aujourd'hui penser à la règle de la publicité classique sous un prisme nouveau et finalement, somme toute, en la changeant. En règle générale, dans le milieu de la publicité, on vous enseigne la règle simple du 90-10. En gros, le média avec lesquels vous travaillez traditionnellement, ceux avec lesquels vous faites de la publicité ou même les marques avec lesquelles vous faites de la pub, toutes vont vous aider à faire la même chose, construire un plan basé sur un principe d'affectation des dépenses qui va être le suivant, cadrer 90% de votre budget pour acheter de l'espace publicitaire, du temps de parole à la télé, à la radio, une pub YouTube, un espace web ou print dans un magazine. Ensuite, on va vous recommander d'allouer 10, parfois 20% de votre publicité, de votre budget, à la création de la fiche qui va aller dans l'espace et qui est justement celle qui est censée guider votre cible tout droit dans votre magasin pour acheter votre produit ou vos services. Cette règle, en fait, si on est cru, pour moi, ça revient à acheter de l'air, du vent. Vous achetez du temps, vous achetez des ondes, vous achetez de l'espace pour un temps qui est limité et qui file. Finalement, ça n'existe pas vraiment tant que vous n'avez pas payé pour l'avoir. Et finalement, dans ce rapport 90-10, vous vous apercevez que le vrai actif que vous créez, c'est-à-dire le contenu que vous allez mettre dans la fiche, et qui lui donc va rester, finalement, lui, il ne représente que 10% du budget. Vous utilisez donc 90% de votre budget pour du vent, pour du palpable de quelques jours, quelques heures, quelques minutes, et somme toute que 10% dans un actif qui est votre propre création et qui, elle, va rester. Vous créez une publicité comme Colgate et vous espérez faire développer la conscience et la notoriété que les gens ont à propos de la marque Colgate tout au long du temps de l'espace que vous avez acheté. Et au final, ce que vous faites, c'est que vous ne faites qu'acheter un accès à l'audience. L'idée, c'est donc de changer la règle. Et de toute façon, le digital a imposé de changer cette règle. Toute l'idée ici, c'est vraiment d'utiliser cette opportunité qui s'offre à vous afin de réallouer ce budget. Et pour faire ça, une des idées pourrait être de s'inspirer des pratiques du marketing des films hollywoodiens ou des films de cinéma. Comme je vous l'avais dit, ça c'était une idée d'Andrew Davis au départ. Lui, il avait démarré dans l'industrie de la télé et du cinéma. Et notamment, il a travaillé pour le marketing du film de Nemo, de Disney. Quand vous considérez le budget du film de Nemo, et bien vous vous apercevez qu'en fait, ils ont dépensé 20% de leur budget total dans le marketing pour le film. C'est-à-dire pour payer les publicités sur les panneaux publicitaires, pour payer les publicités à la télé, pour entraîner les gens à aller voir le contenu. Ce qui veut dire que le film pour lequel ils ont dépensé, que le film qui constitue le contenu, lui, a requis 80% du budget. Pour info, Nemo avait un budget de 87 millions de dollars. Il y en a 22 qui ont été dépensés pour le marketing du film. Beaucoup de marketeurs aujourd'hui considèrent, et je fais partie de ceux-là, que c'est comme ça aujourd'hui qu'il faut affecter les dépenses d'un budget marketing aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Si vous allez créer du contenu, dépensez 80% de votre budget sur du média que vous détenez de très bonne qualité, ensuite affectez 20% de votre budget pour des médias payants, pour du earned media, qui eux vont être construits pour susciter l'intérêt et augmenter la demande du contenu que vous allez créer. L'idée, c'est donc vraiment de réallouer vos ressources sur le contenu et d'utiliser l'augmentation de la popularité pour la publicité. Et de fait, vous verrez que l'élan pour le earned media et le paid media retrouve tout son attrait et que ça devient extrêmement, extrêmement performant. Qu'une stratégie de mix média et de distribution de contenu alliant correctement, c'était l'objet de ce cours, le mix, le earned et le paid media permettent à la perfection
de toucher votre cible et d'atteindre dès lors que vous placez le contenu au cœur. Donc vraiment, tout tourne autour de l'objectif d'entraîner les gens vers votre contenu pour mener cet élan de succès vers le marché. Et c'est ça que d'aucuns appellent la règle secrète de la publicité, qui finalement se transforme un peu en règle secrète du marketing, et puis d'opportunité du contenu marketing, du content marketing. Voilà. Simplement, pour finir, 4 points à retenir. Concentrez-vous sur le contenu qui pousse à la demande. Créez du contenu qui a été construit pour augmenter une demande pour les produits ou services que vous vendez, pas pour augmenter vos parts de marché. C'est au contenu que vous possédez qu'il faut que vous pensiez et pas forcément au contenu de la marque. Pensez donc à l'idée qu'on avait développée de marque de contenu et pas de contenu de marque. Concentrez-vous ensuite sur l'achat de publicités qui font augmenter la popularité du contenu que vous avez créé, comme l'aura fait Laura Broche. Et finalement, mesurez et redéfinissez votre stratégie en conséquence de ces mesures. Est-ce que votre taux d'abonnés est faible sur YouTube, faible sur les emails? Est-ce que les gens s'abonnent à votre contenu de blog? Est-ce que peut-être ça entraîne une hausse de la demande ou pas? Analysez tous ces métriques. Et peut-être que du coup, votre publicité, vous vous apercevrez que finalement, elle ne cible pas les bonnes personnes, en tous les cas pour le contenu créé, qu'il faut donc peut-être réajuster les choses. C'est ça toutes les vertus de la mesure. Voilà, j'espère que ce cours vous a été utile et instructif. Il est dense, j'en ai conscience. Je pense que ça vaut le coup de le réécouter, de le segmenter. Et on se retrouve tout de suite pour la suite, le module numéro 5, dédié au process de contenu. À tout à l'heure. Et merci de votre attention.